Allez, bonjour à toutes et à tous. Nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama. Et aujourd'hui, on commence à se projeter sur l'année prochaine. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël, tu es un bon. Ce qui est intéressant quand on regarde un peu ce que pensent et ce que price les marchés financiers, c'est que dans les prochains mois, sur l'inflation, on a le sentiment que les investisseurs globalement font confiance aux banques centrales. Ils sont relativement alignés sur les objectifs des banques centrales en matière d'inflation. Oui, le marché a crié victoire sur le combat de l'inflation, ça y est. Donc vous regardez les anticipations de marché, on sera à 2% d'inflation dans un an. Donc 2%, souvenez-vous, c'est la cible des banques centrales, donc ça y est. Le plus dur est fait, semble-t-il. Et grâce à cette perspective de retour de l'inflation à des niveaux plus habituels, dirons-nous, le marché anticipe que les banquiers centraux pourront à nouveau couper les taux très rapidement dès 2024, dès même peut-être mai 2024, donc dans quelques mois. Ce qui évidemment excite beaucoup les investisseurs. Une perspective de baisse des taux pour les actifs risqués, c'est toujours un facteur positif. Donc beaucoup d'enthousiasme sur cette dynamique d'inflation. Voilà, et avec de la cohérence, puisque derrière, s'il y a baisse de taux, ça peut aider l'activité à repartir. Donc des marchés aussi qui pressent sur un rebond de l'économie en 2024. Ça a le mérite de la cohérence au moins dans le scénario. Alors il y a une certaine cohérence, effectivement. Alors, on aime bien parler de ce marché boucle d'or, vous savez, qui a caractérisé les années 2010, des taux qui baisseraient, une croissance qui serait... Mais pas trop. Mais pas trop, ni trop chaud ni trop froid. Et c'est effectivement ce qu'anticipe le marché, même assez agressivement, parce que vous regardez les anticipations de croissance de bénéfices pour l'année prochaine aux États-Unis, d'après le consensus du marché, plus 11%. En Europe, plus 7. Donc on est très clairement sur une thématique qu'on va appeler de réaccélération. Le marché pense que le plus dur est derrière nous, les économies vont repartir de plus belle, et ça, combiné évidemment à des baisses de taux de la part des banques centrales, tout ça justifie un certain enthousiasme des marchés. Voilà. Et selon vous, les marchés vont peut-être un peu vite en besogne, sans dire qu'ils se trompent, en tout cas, ça pourrait ne pas se passer exactement comme ça. Oui, nous, on est beaucoup plus circonspect de ce scénario. Sur d'ailleurs ces deux briques, inflation et croissance. Sur l'inflation, ce qu'on estime, c'est que cette inflation, elle est structurelle et qu'elle mettra du temps à descendre. Elle aura probablement plus de mal à atteindre... C'est le dernier kilomètre, c'est le fameux dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, exactement, qui sera probablement le plus difficile à franchir, à gravir pour retourner à 2%. Passer de 3 à 2. Exactement. Et d'ailleurs, les banquiers centraux le disent de manière assez explicite. Ils vont être patients. Ils ne sont pas encore convaincus que des signaux décisifs sont aujourd'hui dans les prix en termes de dynamique d'inflation. Et on a envie de les croire. On a envie de penser qu'effectivement, ils ne répéteront pas les erreurs des années 70 où trop rapidement les banquiers centraux baissaient les taux, et dès qu'ils baissaient les taux, l'inflation repartait à la hausse, et ils vont attendre d'être certains que cette dynamique est rentrée dans les clous. Donc assez sceptique sur cette anticipation d'inflation, on est plutôt plus patient. Et sur la croissance, alors là, très sceptique. Ce qu'on constate chez Tikehau, et vous savez, on fait beaucoup de choses, on fait du private equity, de la dette privée, du liquide, du listé. Ce qu'on constate à peu près partout aujourd'hui, c'est que ça ralentit. Ça ralentit, l'activité des entreprises ralentit, le consommateur s'essouffle, les signaux macroéconomiques, les grands indicateurs macroéconomiques l'indiquent. Vous regardez par exemple l'indice manufacturier européen ou allemand, on est sur des territoires de contraction très forts. Et on a beaucoup de mal à réconcilier cette thématique de la réaccélération que le marché anticipe d'une part et tous ces signaux qu'on constate par ailleurs d'autre part. Donc plus de prudence de notre point de vue. Et donc ça implique quoi en termes d'allocation? Encore une fois, si on se projette, allocation d'actifs pour 2024, si on reste prudent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on privilégie quoi, les obligations plus que les actions? Alors il y aura clairement cette thématique. Déjà, première chose très intuitive de bon sens, garder des liquidités, il y aura des points d'entrée. Les marchés ont fait une très belle année, et y compris ces dernières semaines. Donc potentiellement avoir de la liquidité pour pouvoir redéployer. D'autant qu'elle est rémunérée maintenant, la liquidité. Elle est rémunérée, on est payé pour attendre. Donc tout ça fait sens. Et dans des marchés stressés où les taux d'intérêt sont élevés et où le capital est aujourd'hui plus rare, avoir des liquidités, du capital à déployer en temps de besoin, en temps de stress, c'est toujours une bonne façon de faire de la performance sur le long terme. Donc être prudent, c'est une première thématique. Deuxième thématique, vous l'avez dit, l'obligataire. Et on fait quoi d'ailleurs sur l'obligataire? Alors l'obligataire, il a beaucoup sous-performé. On a des rendements aujourd'hui qui sont beaucoup plus attractifs.
il y a quelques mois, quelques années, 2 ans, on était sur des taux négatifs, par exemple sur l'investment grade. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Sur des stratégies investment grade, par exemple datées. Donc sur des actifs de grande qualité, de qualité. Voilà, oui. des belles signatures, des belles notations. Sur des formats datés qui peuvent être tout à fait légitimes dans le contexte actuel. Vous allez avoir du 4, 5, 6% par an, avec une belle visibilité en termes de rendement embarqué sur toute la durée de votre investissement. Sur la yield, on peut monter sur du 7, 8, voire plus sur certaines stratégies. Donc sur des profils plus risqués, sur des profils plus risqués, voilà. Moins bien notés. Exactement. Globalement, néanmoins, on constate qu'il y a un stress de liquidité, un stress autour du levier, de l'excès de dette qui est en train de pénétrer le marché par le bas. Les entreprises les moins bien notées, les plus endettées, commencent à sous-performer, commencent à dévisser, parce que oui, elles auront du mal à se refinancer. Oui, dans un monde où les taux sont élevés, avoir beaucoup de dettes et beaucoup de charges d'intérêt est problématique. Et donc, on va rester plutôt éloigné de ces signatures les plus risquées et rester sur le ventre chaud, on va dire, du marché, les belles notations, le triple B, voire même le double B, l'investment grade, comme on dit, où là, on se considère plutôt bien rémunéré et avec un risque, encore une fois, autour de ce levier moindre. Donc ça, c'est une thématique, oui. Ouais. Sur les actions, en même temps, malgré le rebond des bourses, on dit que les marchés actions ne sont pas spécialement chers, notamment en Europe. Alors, sur les actions, on a du mal à résumer tout en une phrase. On a effectivement un grand capharnaüm de performance, de valorisation. Alors, ça va être vrai d'un secteur à l'autre. Certains secteurs sont très chers, d'autres beaucoup moins. D'une géographie à l'autre, les États-Unis sont très chers en historique. L'Europe, vous l'avez dit, la Grande-Bretagne l'est beaucoup moins. On est sous les moyennes historiques. Et concrètement, il va falloir faire de la sélection de valeur. On en parle beaucoup, mais c'est vrai. Les années de faire simplement de l'ETF sans réfléchir, maximiser le risque, racheter tous les points bas, là aussi sans réfléchir, sont probablement derrière nous. Aujourd'hui, il faut mettre des lunettes et faire sa sélection de valeur. Et lorsqu'on fait ça, on a aujourd'hui des points d'entrée. Donc, prudent sur les actions, pas très attractives en moyenne, mais lorsqu'on soulève le capot et qu'on regarde un petit peu la composition, il y a des choses à faire. Ouais, je vous connais, vous allez me dire qu'il faut privilégier les entreprises de qualité, mais c'est quoi le profil type d'une entreprise de qualité? À un prix raisonnable, hein, bien sûr. Alors voilà, le prix raisonnable, à un moment où les taux d'intérêt sont élevés, c'est important. Tout ce qui est cher traditionnellement quand les régimes de taux est élevé a tendance à sous-performer. Donc attention au prix, première chose. Deuxième chose, la qualité, qu'est-ce que c'est? Évidemment, des entreprises à belle marge, un management reconnu, pas de levier. Aujourd'hui, la dette, ça coûte cher. Pas d'endettement, pardon. La dette, ça coûte très cher. Donc toutes ces caractéristiques qui font que les entreprises sont en capacité de maintenir leur marge. On parle souvent d'ailleurs de barrières à l'entrée, être capable de maintenir son périmètre sans que la compétition vienne rogner vos marges. Ça, c'est très intéressant. Donc tout ça définit une entreprise de qualité. Vous avez parlé de valorisation, vous avez raison. Et puis se dire que finalement, avoir des marges aujourd'hui, c'est très bien, mais il faut pouvoir réussir à les accumuler dans le temps. Vous savez, cet effet d'accumulation, à les maintenir et à les faire croître parce qu'on est sur des sources de croissance bien identifiées. Nous, ce qu'on aime bien faire chez Tikehau, c'est aller chercher ces entreprises de grande qualité pas trop chères sur des méga-tendances, des positionnements de marché. La santé, la cybersécurité, la transition écologique, tous ces tendances de fond et tendances structurelles. Mais pardon, on en parle, mais c'est pas un peu le mouton à 5 pattes, là? C'est pas la licorne, ce que vous me racontez là? Non, parce que c'est vrai que ça donne envie. Des marges, de la rentabilité, un management reconnu, pas de dette, pas trop cher, des barrières à l'entrée, qui surfent entre guillemets sur des méga tendances. Ça existe vraiment? C'est un peu bisounours, c'est ça que vous me dites. Non, mais licorne, dans le sens, il y en a, enfin vous me rassurez, il y en a. Il y en a. Et je reviens à cette idée de grand capharnaüm. Aujourd'hui, le marché est très disloqué. Et c'est vraiment ça la bonne nouvelle pour les investisseurs. Il y a des choses à faire. On peut être prudent tout en étant actif. Et effectivement, on trouve aujourd'hui des entreprises qui cochent toutes les cases. Qualité, valeur raisonnable et un positionnement sur ces méga-tendances qui nous intéressent. Alors nous, on ne fait pas toutes les méga-tendances, on ne sait pas tout faire, mais effectivement, la santé, le vieillissement de la population, ça va nous intéresser. La souveraineté européenne, cette idée qu'on relocalise, qu'on cherche à se rendre plus indépendant en Europe, ça c'est une méga tendance et on a des choses à faire là-dessus aussi. Autour de la tech, l'intelligence artificielle, le cloud, la croissance de la publicité en ligne, tout ça ce sont des cycles très longs de marchés qui croissent traditionnellement à 5, 10, 20, 30% naturellement, qui sont
moins sensibles au cycle. Finalement, peu importe ce qui va se passer demain dans l'économie, l'intelligence artificielle ou le cloud va grandir et donc vous permettre de vous positionner sur le long terme avec des valeurs de croissance. Allez, merci beaucoup. Explication conseil signé Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marché de capitaux chez Tikehau Capital. Merci. Merci David. Valeur ajoutée revient très vite sur Boursorama.